nous allons voir maintenant ce qu'est la lumière du point de vue de sa constitution. D'après le physicien Maxwell, la lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire deux oscillations en synchronisme, un champ électrique et un champ magnétique. Vous avez une représentation en bas de ce modèle. Ce modèle permet effectivement maintenant de comprendre que l'on peut réduire une de ces oscillations en amplitude, et c'est ce qu'on appellera la polarisation de la lumière. Du point de vue d'Albert Einstein, la lumière a également un caractère corpusculaire. Il s'agit donc de particules qui se déplacent à une très grande vitesse. Une particule qui se déplace a forcément donc une énergie. Cette particule s'appelle le photon, et cette énergie est exprimée en joules. En réalité, cette énergie est tellement petite, elle vaut 1,610-19 joules, que l'on appelle cette énergie un électronvolt. Un électronvolt, donc, c'est une énergie qui est nécessaire pour faire éjecter, par exemple, un électron d'une couche K, donc interne des atomes. Donc lorsqu'un photon gamma vient percuter un électron, cet électron est éjecté et cela va créer de la conduction. C'est ce modèle corpusculaire qui permet d'expliquer le principe du photovoltaïque. Cependant, dorénavant nous utiliserons pour l'éclairage le modèle de Maxwell, c'est-à-dire le modèle des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, donc que l'on appellera dorénavant les ondes lumineuses, se propagent dans le vide à une vitesse de 300 000 km par seconde environ, et cette lumière transporte de l'énergie rayonnante. La valeur de la célérité dans l'air est à peu près semblable à celle dans le vide. C'est-à-dire que l'air ne freine quasiment pas la lumière. Du point de vue de la fréquence, on va parler donc d'une fréquence de cette onde électromagnétique, mais en pratique, il s'agit rarement de la fréquence qui nous intéresse, on va parler plutôt de longueur d'onde, et cette longueur d'onde se détermine en calculant la célérité fois la période, c'est-à-dire 1 sur f. Lorsque l'on parle d'un changement de milieu, par exemple la lumière passe du vide à l'air, on a dit que globalement pour l'air, la célérité était quasiment inchangée. Donc, l'indice de propagation pour l'air est quasiment de 1, c'est-à-dire que la célérité par rapport à la vitesse réelle a un rapport de 1. Dans de l'eau, cet indice est de 1,33 et dans le verre est de 1,58 environ, pour le verre classique. En fonction du type de verre, ça peut aller de 1,5 à 1,7. Donc, à partir de ce moment-là, connaissant n, connaissant la longueur d'onde, on peut déterminer assez facilement la longueur d'onde en fonction de la longueur d'onde dans le vide que divise directement l'indice de propagation. La lumière a une propriété un peu spéciale, c'est que lorsqu'on la fait passer à travers une fente rectangulaire, il y a un phénomène de diffraction de la lumière, et donc le faisceau qui est émis, en arrivant au niveau de la fente, va être diffracté et va se reproduire un certain nombre de fois. Pour cette lumière donc monochromatique, il y a ce phénomène de diffraction, et nous avons directement l'angle d'ouverture ici, qui est fonction de la longueur d'onde que divise petit a. Connaissant a et connaissant l'angle, cela nous permet de déterminer la longueur d'onde. C'est cette formule-là qui nous permet de calculer la longueur d'onde, ne connaissant pas exactement la couleur du faisceau lumineux. Pour une lumière polychromatique, c'est-à-dire ici une lumière blanche,
Comme l'angle de diffraction ne sera pas le même pour chaque longueur d'onde, constituant cette lumière blanche, nous aurons d'abord les rouges, puis les bleus, puis les verts, ainsi de suite, qui vont se répéter, et cela va se répéter plusieurs fois, l'ouverture correspondant à l'épaisseur de la fente dans laquelle passe la lumière. Il y a également un phénomène de dispersion. La dispersion, c'est lorsque la lumière arrive avec un angle d'incidence, il va repartir avec un angle d'incidence différent en fonction de la longueur d'onde. Pour l'éclairage, c'est une notion qui n'est pas trop utilisée, à part le passage à travers un milieu, comme par exemple le verre. Mais il s'agit essentiellement d'une activité que vont utiliser les fabricants de luminaires. J'ai parlé de lumière polychromatique et monochromatique. Qu'est-ce qu'une lumière monochromatique? Une lumière monochromatique est une lumière qui est constituée d'une onde seule, simple. Donc par exemple, nous avons à gauche ici un laser vert qui émet une lumière à environ 500 nanomètres, un petit peu plus de 500 nanomètres. Et ici, une diode laser rouge, donc moins puissante, donc le faisceau est moins fort. Avec une diode électroluminescente rouge, ça crée donc un faisceau lumineux aux alentours de 620 nanomètres. On voit bien que dans les deux situations, sur le spectromètre, nous avons une seule raie correspondant à de la lumière dite donc monochromatique. S'il y avait plusieurs raies, nous aurions donc une lumière polychromatique. Donc dans les lumières polychromatiques, nous allons trouver par exemple la lumière blanche parfaite. La lumière blanche parfaite, c'est une lumière constituée de toutes les couleurs que notre œil est capable de détecter, allant du violet jusqu'au rouge, en passant par le bleu, le vert, le jaune, etc. Notre œil est capable de détecter normalement environ 7 couleurs. C'est-à-dire que cette lumière est constituée d'une infinité de raies, allant de 370 nanomètres à 740 nanomètres. En pratique, notre œil ne perçoit réellement que de 400 à 700 nanomètres. Lorsque l'on prend un matériau et que l'on le chauffe, il va arriver à incandescence. Cette incandescence pourra se produire avec le matériau à l'état solide ou liquide ou gazeux, ça dépend des matériaux. Pour le tungstène, par exemple, lorsqu'il émet de la lumière, lorsqu'il est à incandescence, nous avons une lumière ici qui va du violet jusqu'au rouge avec une très faible émission de lumière verte, ce qui fait dire que le tungstène émet plutôt sur une couleur jaune-orangé, et donc une lumière plutôt à reconstituer, plutôt jaune-orangé pour l'œil, donc une lumière dite chaude. Ce que nous avons vu en séance 1. Si je reprends le spectre de plusieurs étoiles, par exemple, bien le spectre de l'étoile de laquelle on dépend le plus, c'est le spectre du Soleil. On s'aperçoit que c'est un spectre qui couvre quasiment l'intégralité de la lumière blanche, avec un peu de manque à ce niveau-là, dans le violet, quelques manques dans le bleu, et un tout petit manque dans le rouge, ce manque étant caractéristique de la présence d'hydrogène et d'hélium au niveau de la surface du Soleil. Donc par exemple, pour ces 4 étoiles, les astronomes peuvent déterminer, en fonction des manques dans les raies, quelle est la constitution de l'étoile qui émet la lumière, ou éventuellement quelle est la constitution de l'atmosphère qui a filtré cette lumière. Je vous engage donc, à partir de là, à faire le TP correspondant au spectre de lumière avec le simulateur de spectre. Je continue donc à parler ce coup-ci de lumière absorbée. Donc on a dit qu'un matériau qui est chauffé va émettre de la lumière. Éventuellement, un matériau sans être chauffé peut émettre la lumière, c'est par exemple l'électroluminescence. C'est le principe du photovoltaïque à l'envers, c'est lorsque l'on fait circuler des électrons, ça va produire des photons. Et donc, à ce moment-là, nous allons avoir une production de lumière.
Mais cette lumière va devoir être filtrée, car lorsque on fait passer l'intégralité de la lumière, il peut être intéressant de ne conserver que certaines parties de cette lumière. Donc lorsqu'un rayon de lumière traverse un matériau, solide transparent, un liquide transparent ou un gaz froid, à ce moment-là, ce dernier absorbe certaines composantes spectrales et ne laisse passer que certaines longueurs d'onde. Par exemple ici, de l'hydrogène. L'hydrogène laisse passer l'intégralité de la lumière blanche, sauf l'arrêt fondamental qui est ici, que l'on retrouve dans le spectre du Soleil, une raie à ce niveau-là et deux raies dans le violet. Ce sont les raies d'absorption caractéristiques de l'hydrogène. Ces propriétés permettent aux astronomes de déterminer la composition de l'atmosphère des planètes ou des nuages gazeux interstellaires. Si par exemple maintenant je prends un filtre transparent vert, le filtre transparent vert va laisser passer uniquement la couleur verte et va filtrer intégralement les couleurs bleues et rouges qui sont de l'autre côté. Si maintenant je mets un fil de tungstène à travers ce filtre vert, je ne laisserai passer que la partie centrale. Or, il se trouve que pour le tungstène, il y a très peu de lumière verte émise. Conclusion, un filtre vert devant une lampe à incandescence à tungstène sera extrêmement faible, alors que si je prends un filtre qui laisse passer la même quantité, mais dans les rouges, ça laissera passer beaucoup plus de lumière. Ici, il n'y a que très peu de lumière verte émise. Comment fonctionne l'œil humain, puisque c'est quand même l'œil qui est notre outil principal pour observer cette lumière. L'œil humain est constitué d'un certain nombre de parties. Une partie extrêmement importante qui correspond à la pupille. Cette pupille, qui va servir de diaphragme finalement, va pouvoir s'ouvrir et se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de faisceaux lumineux à l'intérieur de l'œil. Lorsque la pupille est complètement rétractée, c'est-à-dire le plus petit possible, il y a très peu de lumière qui va rentrer. Ça sera la situation où il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, en plein soleil par exemple. À ce moment-là, les faisceaux seront très concentrés et seule la partie du fond de l'œil, ici, sera utilisée. Par contre, lorsque la pupille va se dilater, beaucoup de faisceaux lumineux vont rentrer par les côtés en biais, comme ça, et c'est pratiquement tout le fond de l'œil, au niveau de la rétine, qui va être utilisé. Notre œil est constitué globalement de deux types de capteurs, les bâtonnets et les cônes. Le fond de l'œil humain est constitué essentiellement de la rétine. Le centre de la rétine s'appelle la fovea. Dans la fovea, on va trouver des cônes, alors qu'à l'extérieur de la fovea, nous allons trouver essentiellement des bâtonnets. Les cônes permettent de distinguer les couleurs. Les bâtonnets permettent de distinguer essentiellement les formes et les contours. Ce qui fait que lorsque l'iris est rétréci, à ce moment-là, très peu de lumière rentre et tout est concentré au niveau de la fovea. Et effectivement, beaucoup de lumière extérieure fait que nous distinguerons très bien et les contours et les couleurs, puisque dans la fovea, il y a aussi des bâtonnets. Par contre, de nuit, par exemple, vous avez l'iris qui est extrêmement ouvert, la lumière va frapper pratiquement l'intégralité de la rétine et finalement très peu la fovea, donc la détection des couleurs sera très mauvaise. Par contre, nous détecterons à peu près les formes. Ce qui fait que, par exemple, par une nuit de pleine lune, on ne verra pas les couleurs, par contre, on arrivera à distinguer les formes. Trois types de cônes pour les couleurs, les cônes qui détectent les rouges, les cônes qui détectent les verts et les cônes qui détectent les bleus. Lorsque un type de cône est défaillant, on va avoir des gens qui ne verront pas, par exemple, les verts, ou ne verront pas les rouges, ou ne verront pas les bleus, ou carrément les trois. Certains animaux ne distinguent pas du tout les couleurs. La sensibilité de l'œil humain varie de environ 400 à 700 nanomètres, sachant que l'œil humain perçoit bien les verts,
bien également les rouges, mais peut-être un peu moins bien, et perçoit relativement mal les bleus. Ce qui fait que les bleus peuvent être des teintes perturbantes pour les gens qui sont sensibles. La lumière bleue est souvent éblouissante, plus que la lumière verte et rouge, puisque nous détectons mieux ces deux couleurs. Globalement, en luminosité générale, l'œil humain est centré aux alentours de 550 nanomètres, c'est-à-dire quelque part entre le vert et le rouge. Le bleu étant bien sûr très décalé, notre œil est très peu sensible au bleu. Alors, du point de vue de la synthèse dont nous avons parlé au début, la synthèse peut être dite addictive ou soustractive. La synthèse additive est constituée de l'addition de 3 faisceaux lumineux, alors que la synthèse soustractive, c'est le cas où nous avons une lumière blanche qui est émise et qui est réfléchie par un matériau qui lui-même va être capable de filtrer et de ne réfléchir qu'une certaine quantité de lumière. Donc la synthèse additive, nous avons ici la situation où on va combiner du vert, du bleu et du rouge. Donc si nous émettons une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue, ben, nous allons avoir du rouge, du vert, du bleu, mais là où on croise par exemple, le vert et le rouge, ça donne du jaune, le bleu et le vert, ça donne du, on va dire, bleu émeraude, qui s'appelle en réalité cyan, et là où on croise le bleu et le rouge, ça donne du rose magenta. Et lorsque nous avons à la fois du rouge, du vert et du bleu, ça donne une lumière considérée comme blanche par notre cerveau. C'est ce principe qui est utilisé. Par exemple, ici, je vous ai mis la photo d'un pixel d'écran d'ordinateur. Et donc, la photo de ce pixel d'écran d'ordinateur, on voit bien que chaque pixel est constitué de une partie bleue, une partie verte, une partie rouge. Donc, photo prise au microscope. La synthèse soustractive, c'est un petit peu le même principe, mais à l'envers, c'est-à-dire que la lumière est émise et ensuite envoyée sur une feuille de papier par exemple, une encre est déposée, et en fonction des encres, nous allons reconstituer ce que l'on veut. Donc si par exemple, je prends l'image ici, qui est une image d'une laser couleur, on s'aperçoit que sur cet agrandissement, nous avons des petits points bleus, de type cyan, des points jaunes, des points magenta, et des points où on a mis à la fois du bleu, du jaune et du... Alors par exemple, on voit bien le chevauchement ici, entre le bleu et le magenta. Ça donne des couleurs, alors il doit y avoir aussi du jaune quelque part, et ça donne des petits points noirs. Donc en fonction de ça, on va pouvoir imprimer toutes les couleurs que l'on veut. Voilà donc du point de vue de la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique.